Alors j'ai beaucoup de chance aujourd'hui parce que je reçois une vraie journaliste de terrain. Bonjour Dorothée Lyric. Bonjour. Journaliste de terrain parce que vous êtes... alors est-ce qu'on dit journaliste de guerre? Je sais qu'on n'aime pas trop le terme reporter de guerre parce que pour vous, du journalisme, c'est du journalisme. Quoi. Exactement. Moi je suis grand reporter Ouais. qui couvre de nombreux terrains de guerre depuis une trentaine d'années maintenant. Avec des terrains de guerre très durs. Hein. Ça a été l'Afghanistan, ça a été l'Irak, ça a été l'Égypte aussi, dont vous parlez dans votre livre, entre autres. Comment est-ce qu'on se dit à un moment donné, je vais partir dans ces pays-là? Est-ce que ce sont des pays qui sont très durs pour les femmes? Est-ce que c'est une démarche féministe finalement d'aller montrer comment les femmes sont traitées dans des pays très durs? Alors oui, j'ai à cœur effectivement de raconter des destins de femmes qui sont en plus d'un courage absolument inouï. Et ça, je l'ai découvert en Afghanistan, notamment en 96, à l'arrivée du premier régime taliban. Et je me suis dit, mon Dieu, elles sont enfermées, emmurées, prisonnières du voile. Lapidées, enfin, je veux dire. Lapidées, exécutées, n'ayant pas de vie, pas le droit de travailler, pas le droit de sortir. Et je me suis dit, mais il faut raconter l'histoire de ces femmes et leur combat toutes les années qui ont suivi pour la liberté. Donc oui, à chaque fois, j'ai à cœur de mettre dans la lumière ces femmes, et d'autant plus qu'elles sont courageuses, résilientes, résistantes, et c'est impressionnant. Alors aujourd'hui, effectivement, on pensait qu'on avait tout vu avec ce premier régime des talibans, on se rend compte que finalement aujourd'hui le second est pire. Alors moi j'ai cru qu'ils avaient changé, et pourtant ça fait depuis 28 ans que j'y vais. Au début il y avait des signes, ils ont demandé qu'elles remettent la burqa, mais personne, il faut le savoir, n'a remis la burqa. C'était l'histoire de leur mère, de leur grand-mère, elles ne voulaient pas. Donc elles trouvaient des petits subterfuges, par exemple mettre un masque Covid pour cacher un peu le visage, elles mettaient des voiles colorés. Au moins servi à ça à une époque. Exactement, mais elle refusait ça. Et là, la nouvelle loi qui a été promulguée mi-août ordonne non seulement qu'elle se voile complètement, donc j'attends d'y retourner pour voir si elle résiste encore, et surtout de ne pas parler, de ne pas chanter, de murmurer, de rester à la maison. Rien quoi. Rien. Imaginez, pendant le premier régime, en 1996, même les talibans avaient interdit de nombreux jeux, parce que ça détourne de Dieu. Les cerfs-volants, qui est un grand symbole en Afghanistan, étaient interdits. Oui. C'est pire encore aujourd'hui, on le disait, parce que ne plus même pouvoir faire entendre le son de sa voix, c'est quand même c'est quelque chose de tout juste inimaginable. Quoi. Et c'est super que vous en parliez, parce qu'il ne faut pas les oublier, et il faut élever la voix justement pour ne pas accepter ça. Oui, parce qu'il y a les femmes iraniennes à côté, enfin je veux dire, il y en a quelques-unes quand même. Hein. Comment vous êtes arrivé dans le bain, je dirais, du journalisme? Et après ça, je crois que vous êtes d'origine, pas bretonne, mais de Vendée, c'est ça? Nantaise, mais bretonne de cœur. Pour moi, Nantes fait partie de la Bretagne. Donc vous avez commencé, comme on dit en France, en région. Pour nous, ça paraît toujours un peu bizarre, parce que notre pays, finalement, ressemble à une grande région. Donc voilà, on ne voit pas les choses tout à fait de la même manière. Et puis, à un moment donné, vous êtes arrivé à Paris, et puis est arrivé le journalisme télé. Et grand reporter, c'est venu comment? C'est une envie, oui, c'est une envie depuis toujours. Quand j'étais en province, c'était des stages, c'était à Presse Océan, donc à Nantes, et puis ensuite à La Baule, et c'était très très enrichissant comme expérience pour apprendre à faire un article chaque jour. C'était fabuleux. Après, on n'a pas forcément des énormes sujets. Il faut. Ah, mais sujet. Enfin, on est journaliste. Hein. Oui, mais il faut aller chercher quelque chose, quoi. C'est la même démarche. Hein. Après, c'est moins dangereux que sur les pays en guerre. Quelque part, sûr. Oui. Mais après, à la sortie de l'école, en fait, j'ai eu mon stage d'un mois d'été à France 2, qui était Antenne 2 à l'époque, et je suis restée. Donc, ce qui était assez étonnant, c'est qu'au bout de 2 ans seulement, où j'étais à Télématin, au Journal de la Nuit, au Service Société, eh bien, j'ai fait la démarche de demander d'aller renforcer le service de politique étrangère à une époque où il y avait quand même plutôt des vieux de la vieille, hein, des baroudeurs. Il n'y avait pas de jeunes ni de femmes. Et j'ai été détachée pour l'été et je suis restée. Voilà. Et donc, 2 mois après, je partais au Cambodge, puis l'Angola, le Rwanda, la Bosnie et la Tchétchénie et tout. C'était des pays en guerre ou des pays qui sortaient de la guerre. C'était des pays difficiles, mais est-ce que finalement, ils n'étaient pas moins pires que certains qu'on connaît aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a Ou est-ce que toutes les périodes sont... Chaque conflit est différent, mais le danger est le même, en tout cas pour nous. La difficulté d'accéder à l'information, de ne pas se faire rouler dans la farine, hein, parce que aujourd'hui encore, que ce soit en Ukraine ou ailleurs, la communication, les fake news a pris énormément de place. Ça date pas d'hier. Hein. Voilà. Timișoara, la Roumanie, tout le monde s'en souvient encore. Donc, Bien sûr. Donc on doit être tout le temps extrêmement exigeant, et c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas être remplacé, que le grand reportage n'est pas mort.
mort, parce que recevoir des images prises par les parties au conflit, c'est pas du tout la même chose. Et c'est pour ça aussi que je désespère qu'on ne puisse pas retourner à Gaza en ce moment. Ça, c'est terrible. C'est la mort de la liberté de la presse. Et on est empêché. On ne peut pas. Et je suis allée de nombreuses fois à Gaza pendant les autres conflits. Et côté israélien aussi. Ce qui est bien. Il faut qu'on aille des deux côtés. On ne doit pas prendre parti. Non. Et on est là pour rendre compte, pour témoigner, en fait, quelque part. C'est un grand témoin. Il y a pas mal de morceaux dans votre livre qui m'ont touché, mais il y en a un qui m'a touché. C'est votre rôle de mère aussi. Où quand vous partez, vous vous sentez obligé de dire à vos enfants que vous les aimez parce que on sait jamais, on va sur un terrain difficile. Et il y a un truc qui m'a retourné, c'est la discussion que vous aviez eue avec la maîtresse d'école de votre fils et que j'ai trouvé hallucinant de la part d'une femme, quoi. Alors, elle m'a vraiment traumatisée, cette professeure d'histoire-géographie. Mon fils était en 5e, et comme tous les enfants, il y a des moments, il travaillait pas assez, et je suis convoquée, et on se voit dans un petit vestiaire, pas dans la salle des profs. Et là, elle me dit, mais franchement, vous l'aidez pas pour ses devoirs. Et je dis, je suis désolée, j'étais en Afghanistan, et je viens de rentrer. Elle dit, je sais très bien quel est votre métier. Mais franchement, ça fait déjà 10 ans que vous faites ça. Vous pensez pas qu'il est temps d'arrêter, de vous amuser, de jouer les baroudeuses, les aventurières aux 4 coins du monde, et que votre fils a besoin de vous, qu'il a besoin de sa mère? Et jamais j'ai entendu des propos aussi culpabilisant. C'est dingue, hein. J'ai fondu en larmes. Toute la culpabilité que j'avais accumulée, parce que bien sûr elle existe, est sortie devant cette professeure qui me jugeait et qui m'engueulait parce que d'après elle, j'étais pas à la hauteur. Or mes enfants étaient encadrés, le papa est à la maison, ma maman venait, à distance même, je surveille aussi les devoirs, etc. Et j'ai trouvé ça très violent. Donc ça m'a fait vaciller et je me suis dit, au nom de quoi cette dame me dit ce que je dois faire? Mon fils, je l'aime infiniment, je suis là pour lui, je suis là pour les devoirs, pour les sorties, et je suis repartie. D'autant que il y a quelques années, votre fils a grandi depuis, mais c'est pas non plus, ça remonte pas au siècle dernier, hein, je veux dire, ce sont des propos qui ont été tenus d'une femme vis-à-vis d'une autre femme, il y a quoi, il y a une dizaine d'années? Il y a 10 ans, exactement. Mon fils a 22 ans aujourd'hui, ma fille a 20 ans, donc c'est Et à côté de ça, il y a votre mari, Philippe Vandel, que tout le monde connaît aussi, qui lui dit, mais moi j'assume parfaitement, c'est son métier, c'était son métier avant, ça continue à être son métier, voilà. Alors il dit, je te demanderai jamais de ne pas y aller, ou de ne plus y aller, tu faisais ça quand j'ai commencé. Et lui, en plus, quand il a commencé sa carrière de journaliste, on lui a demandé qu'est-ce que tu veux faire, et il a dit, je veux tout faire, sauf les pays en guerre. Donc pas de chance, bingo, il est tombé sur une femme qui faisait ça. Ça s'équilibre bien, finalement. Comment vous regardez le métier aujourd'hui? On l'a dit, vous désespérez de ne pas pouvoir retourner dans certaines zones parce que le but, c'est quand même de témoigner. Mais d'un autre côté, quand vous racontez ce qui s'est passé au moment de la révolution en Égypte, quel regard vous portez sur ces révolutions des pays arabes qui, finalement, ont tout accouché d'une souris? C'est compliqué, les révolutions, ça prend du temps. Il y en a certaines qui ont fonctionné tout de même. Il y a eu un vent de liberté, un souffle de liberté. En Tunisie, il y a eu un peu plus de... Oui. Alors, en Égypte, c'était l'élection de Mohamed Morsi, islamiste, des manifestations, un coup d'État. Moi, j'en ai payé un peu les pots cassés, puisque... Quand vous racontez votre période ça a été relativement court, heureusement, mais de captivité, de simulacre d'exécution, franchement, quand on se met à votre place, il faut les avoir bien accrochés, comme on dit vulgairement. Oui, mais alors, le pays était en plein état d'urgence. Nous n'avions pas d'autorisation de tournage, comme la plupart des journalistes, puisque les Égyptiens ne donnaient pas ces autorisations, donc on travaillait quand même, il faut bien rapporter l'information, et du coup on est arrêté, on est un peu malmené, et on se retrouve face à un mur, les yeux bandés, avec des hommes derrière moi qui chargent leurs armes, mais je suis avec mon équipe, mon interprète. Là j'ai vraiment cru, pour un simulacre, c'était bien joué, il n'y avait pas besoin de deuxième prise. C'est malheureusement courant, ce genre de situation? Alors c'est courant dans pas mal de pays. Après, l'intimidation, quelque chose que les Égyptiens pratiquent. Alors après, ils se sont excusés en disant voilà, vous comprenez, vous n'aviez pas d'autorisation, c'est l'état d'urgence. Donc j'ai dit oui, bien sûr, je voulais qu'une chose. Vous êtes des espions, hein? Vous êtes des espions, à chaque fois, nous sommes accusés d'espionnage, alors qu'on n'a évidemment rien d'espion. Mais il y a des arrestations, effectivement, qui sont difficiles, qui sont musclées, qui sont violentes dans de nombreux pays où exercer son métier de journaliste est extrêmement difficile et dangereux. Ça dépend de sa nationalité aussi, c'est quelque chose que vous avez ressenti sur le terrain? Est-ce que c'est plus difficile, par exemple, je ne sais pas moi, d'être française que néerlandaise?
Parce qu'il y a des enjeux politiques derrière ? Oui, je pense qu'on incarne un petit peu son pays. Ouais. Et à la fois, on est un peu... même si on n'est pas d'accord avec les propos tenus par le président, Oui, bah, on chacun est a sa l'image liberté, voilà, en l'occurrence en Égypte, c'était Obama qui avait condamné, c'était le président Hollande en France, et moi je disais, je suis ni Hollande ni Obama, pourquoi je paye pour leurs propos ? Ouais. Donc oui, il y a toujours quelque chose, un sous-texte politique qui nous complique la tâche, voilà, jusqu'à nous mettre en danger, c'est vrai. Il y a des pays où vous refuseriez d'aller malgré tout. Je veux dire, quand on voit tout ce qui s'est passé dans les pays d'Afrique de l'Ouest, au Mali, etc., qui sont quand même devenus des coupe-gorge, quoi. Alors, le Mali, j'y suis allée à de nombreuses reprises, depuis l'intervention de la France en 2013. Et aujourd'hui, elle est très mal vue là-bas, la France. C'est très compliqué, mais au début, c'était les houras, les soldats français étaient les libérateurs. Ouais. Et puis, à mesure des missions, j'ai senti un petit peu cette agressivité. Ouais. Et puis aussi, les soldats qui faisaient de plus en plus attention pour chaque sortie. Avant, ils allaient au marché, après, ils n'allaient plus au marché. On ne sortait qu'en voiture blindée. Et moi, ce genre de reportage, je l'ai fait en étant avec les militaires français, parce que sinon, c'est le risque d'enlèvement, il est très, très élevé. Ouais. Quand on compare ces pays-là avec ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, c'est le même danger ou ce sont quand même des mœurs différentes, même dans la guerre ? Alors, il y a en fait ces guerres asymétriques contre un ennemi terroriste. Oui. Par exemple, effectivement, au Sahel, et notamment au Mali. Alors, l'Ukraine, c'est un conflit, ce que les militaires appellent de haute intensité. C'est tout simplement, c'est-à-dire que c'est deux ennemis face à face qui ont les mêmes forces, les mêmes techniques, les mêmes armes, et qui s'affrontent avec une violence donc très, très haute, puisque c'est pas des attentats, des engins minés, c'est de la grosse destruction. C'est l'artillerie, l'aviation, et aujourd'hui ce sont les drones armés. Les Russes en ont des milliers, et je peux vous dire que c'est très très difficile, très inquiétant pour nous, parce que le champ de bataille est devenu d'une façon, on pourrait dire, transparent. Tout est vu depuis des écrans, et un enfant avec un écran peut aller tuer un groupe de soldats dans sa tranchée. Donc on a cette espèce d'oiseau de mauvais augure tout le temps au-dessus de nos têtes, ce qui est très très compliqué et extrêmement effrayant pour nous. Sans vouloir être choquant, on a eu malheureusement cette espèce de terrorisme low cost en Europe, où on louait des voitures pour assassiner des gens. Est-ce que de la même manière, avec les drones, quelque part, c'est un peu la guerre low cost qui s'est ouverte à un peu tout le monde aujourd'hui ? Oui. Franchement, si vous êtes bon en jeu vidéo, vous allez être un bon combattant aujourd'hui pour chasser l'ennemi, le débusquer. Ça veut dire qu'on le voit moins arriver aussi. Qu'on le voit moins arriver et que tout va très vite, que franchement... Il y a un jeu du chat et de la souris entre les Russes et les Ukrainiens. Les Ukrainiens aussi utilisent ces drones et jouent avec l'ennemi. Il y a des images terribles où on voit le drone qui suit le soldat autour du char pour le faire courir avec des... Alors on ne diffuse pas tellement ça dans les reportages parce que ça porte atteinte à la dignité humaine. En disant vas-y, espèce de petit lapin, vous courez, et puis après c'est badaboum. Et c'est d'une violence. Alors quand on est en dessous et qu'on entend et qu'on voit le drone, on revoit aussi toutes ces images. Donc c'est terrifiant. Et quand on est en reportage sur un terrain de guerre, on est aussi avec les soldats. On doit à ce moment-là, quelque part, faire un peu abstraction pour ne pas choquer aussi les gens qui vous accueillent et qui se battent, qui risquent leur vie à côté de vous. Alors ne pas choquer dans quel sens ? En exprimant sa réprobation, par exemple ? La réprobation, ça serait prendre parti. Donc oui, on ressent des choses. Alors après, c'est pas nous qui allons régler cette guerre. On ne fait pas partie on n'est pas Trump. du jeu. Non, qui va la régler en 24 heures. Après, on essaye aussi de dire. Je sais que j'ai eu des discussions, par exemple sur les Ukrainiens qui attaquent une caserne. Il y a 600 jeunes Russes qui sont morts de 20 ans, des gamins qui n'ont rien compris à la guerre, qui ont été envoyés, qui viennent de leur campagne. Moi, j'ai de la compassion, même si je suis côté ukrainien et que je vois la souffrance immense des gens. J'ai quand même encore de la compassion pour ceux qui sont en face et qui perdent la vie pour rien. Et il y a tellement de haine qu'aucun des deux camps n'a plus de compassion. Donc comment faire la paix quand on a perdu ce sentiment ? Comment la faire ? Et je crois que personne n'a la réponse pour l'instant. Vous parvenez à rester optimiste et avoir foi en l'humanité ? Après avoir passé autant d'années, 30 ans je crois, sur les terrains de guerre ? Une trentaine d'années. Oui, moi je suis une éternelle optimiste. Je pense toujours que
que la vie peut être belle, doit s'améliorer. Je refuse que la noirceur de tous ces conflits, de tous ces cadavres que j'ai vus, de toute cette violence, je veux pas que ça m'atteigne. J'essaye de... Alors bien sûr, j'ai des images dans la tête qui sont dures, mais moi, je suis du côté de la vie, de la joie, de l'ouverture aux autres, du soutien. Voilà, il y a toujours une façon de trouver une solution, c'est sûr. Ça s'appelle Maman s'en va en guerre. C'est le livre de Dorothée Oliéric c'est pas votre deuxième livre, je crois, hein, Dorothée. Quatrième déjà. Oui, oui. Ah, j'en ai loupé 2, alors vous m'excuserez. Et si vous voulez replonger dans le quotidien, dans la réalité aussi d'une journaliste de terrain, c'est une lecture passionnante. Merci beaucoup. Merci à vous.